Manifestation réprimée au Zimbabwe, l'opposition tient le président Emmerson Mnangagwa responsable des violences. Élection de Félix Tshisekedi à la tête de la RD Congo, l'Union européenne et l'Union africaine se sont dites prêtes à travailler avec le président élu. Puis manifestation à Paris. Des étudiants protestent contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers extracommunautaires. Ravi de vous savoir, nombreux rendez-vous, bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Le parti d'opposition zimbabwéen, le mouvement pour le changement démocratique, tient le président Emmerson Mnangagwa responsable des violences qui ont frappé le pays. Le parti a par ailleurs assuré que 5 de ses députés sont toujours en détention suite aux manifestations. Les détails dans cet élément. Le président Emmerson Mnangagwa appelait ce mardi à l'apaisement après les manifestations meurtrières contre la hausse des prix des carburants. Il a également invité les chefs des partis politiques, les responsables religieux et de la société civile à engager un dialogue national avec son gouvernement. Un appel sans succès puisqu'il a été aussitôt rejeté par l'opposition qui a exigé la fin immédiate de la répression. Elle a par ailleurs pointé d'un doigt accusateur le chef de l'État zimbabwéen, l'accusant d'être seul responsable des violences de ces derniers jours dans le pays. Si le président est sérieux au sujet du dialogue, il doit s'engager à résoudre les problèmes du Zimbabwe. Ce que nous avons vécu la semaine dernière est dû au fait que les citoyens en ont assez des défis économiques de ce pays. Le défi de la semaine dernière était le défi du peuple. Il a été lancé par Emmerson Mnangagwa lui-même lorsqu'il a annoncé la hausse du prix du carburant. Les membres du parti d'opposition, Mouvement pour le changement démocratique, ont par ailleurs dénoncé la détention de 5 députés de la coalition, privés du droit de demander une libération sous caution. Le Zimbabwe a été secoué la semaine dernière par de violentes manifestations contre la hausse spectaculaire des prix des carburants ordonnée par le gouvernement. Les principales villes du pays, dont la capitale Harare et Bulawayo, un fief de l'opposition au régime, ont été le théâtre de pillages et de destruction. Le régime a riposté en ordonnant une répression féroce contre le principal syndicat du pays qui avait appelé à une grève générale de 3 jours la société civile et l'opposition. Au moins 12 personnes ont été tuées et 78 blessées par balle selon le Forum des ONG des droits de l'homme au Zimbabwe, qui a en outre recensé plus de 240 cas de violence par l'armée et la police. Dans un rapport publié ce mardi, la Commission zimbabwéenne des droits de l'homme a accusé les forces de sécurité de torture systématique et fait état d'au moins 8 morts. Les autorités n'ont jusque-là confirmé que 3 morts. Et parlant toujours de Zimbabwe, le ministre des Finances du pays, Mthuli Ncube, a assuré être déterminé à poursuivre le programme des réformes, et ce malgré la fronde meurtrière contre la hausse des prix du pétrole. La fronde ne semble pas freiner le gouvernement zimbabwéen dans son programme de réforme économique. C'est au cours de la conférence mondiale économique Davos qui s'est ouverte en Suisse ce mardi que le ministre des Finances du pays l'a fait comprendre. Mthuli Ncube a en effet assuré être déterminé à aller jusqu'au bout du programme des réformes malgré la fronde meurtrière contre la hausse des prix du pétrole. Le programme en question inclut la réforme de la monnaie nationale frappée par l'hyperinflation qui a caractérisé la présidence de Mugabe et qui a dévalorisé les économies de ses habitants. Le programme de réforme économique est très important et nous sommes déterminés à le mener jusqu'au bout. Les troubles font partie des douleurs qu'engendre le programme de réforme. Le plan de réforme économique avait été adopté après le renversement de Robert Mugabe il y a 14 mois. Le nouveau chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, un ancien proche de l'ex-président tombé en disgrâce, avait brièvement suscité l'espoir en prenant le pouvoir fin 2017. Il avait promis un nouveau chemin pour le Zimbabwe après des années de crise économique et de répression. En août dernier, la mort de 6 civils tués par balle par les forces de l'ordre lors de manifestations post-électorales avait sonné la fin de la lune de miel.
Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a publié la liste des candidats retenus pour la présidentielle de février prochain. Selon cette liste, ils seront 5 candidats dont le président sortant a brigué la magistrature suprême. Quelques heures après cette publication, le collectif des 25 candidats dont les candidatures n'ont pas été retenues par le Conseil constitutionnel ont dénoncé un coup de force politique du régime du président sortant Macky Sall et appelé à l'union contre ce dernier. On écoute. Macky Sall s'entête à mettre en route son plan de réélection au premier tour au lieu d'organiser une élection libre et transparente. Le C25 rejette sans appel les résultats du contrôle des parrainages et les décisions du Conseil constitutionnel. Le C25 lance un appel à la mobilisation de tous les segments de la population pour empêcher le déroulement du plan de réélection frauduleuse de Macky Sall au premier tour. Le C25 demande enfin au peuple sénégalais de considérer Macky Sall comme candidat éliminé de l'élection présidentielle du 24 février 2019 et de s'opposer par tout moyen au déroulement de sa campagne électorale. Au Nigeria, le gouvernement a demandé à la justice de suspendre de ses fonctions le temps de son procès le président de la Cour suprême, plus haut magistrat du pays. Ce dernier, faut-il le rappeler, est inculpé pour fraude. Suivez plutôt. Le tribunal a rendu sa décision au fur et à mesure que vous écoutiez. Le président a indiqué que les décisions de la Haute Cour fédérale, du Tribunal national du travail et de la Haute Cour du territoire de la capitale fédérale et les ordonnances provisoires rendues ne sont pas liées au tribunal. Orders given are not binding on the tribunal. Tribunal said we should go ahead. Le tribunal a déclaré que nous devrions avancer avec la requête contestant sa compétence. Nous avons été informés du processus hier soir et nous avons 2 jours pour répondre et l'affaire a été renvoyée au lundi 28 janvier. 28th of January. I think that's all that transpired. But it is not within the province of lawyers to comment. Les avocats ne sont pas en droit de dire ce qui est bien ou mal. Et nous, en tant qu'avocat principal, nous ne ferons pas cela. Nous ne voudrions pas traverser la ligne rouge. Otherwise, we would not want to cross the red line. Je l'annonçais en titre, l'Union européenne et l'Union africaine sont prêtes à travailler avec le président élu de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. L'annonce a été faite ce mardi par le représentant à Bruxelles. Les doutes de l'Union africaine et celle européenne sur la victoire de Félix Tshisekedi semblent désormais conjugués au passé. Les 2 organisations se sont dites prêtes à travailler avec le nouvel homme fort de la RD Congo. L'Union européenne et l'Union africaine avaient émis des doutes après la proclamation de la victoire de l'opposant et ont attendu la décision de la Cour constitutionnelle saisie par le candidat annoncé 2e, Martin Fayulu. La Cour constitutionnelle a validé les résultats de la commission électorale et proclamé la victoire de Félix Tshisekedi. Son élection a été immédiatement saluée par l'Afrique du Sud, le Kenya et la communauté de développement de l'Afrique australe dont la RD Congo est membre. La France, qui avait estimé que Martin Fayulu était a priori le vainqueur de l'élection présidentielle, a également pris note de la victoire de Félix Tshisekedi via un communiqué publié ce lundi avant la réunion ministérielle UE-UA à Bruxelles. Félix Tshisekedi, 5e président congolais, va succéder à Joseph Kabila au pouvoir depuis 18 ans après l'assassinat de son père Laurent Désiré le 16 janvier 2001. Il doit prêter serment dans les tout prochains jours. Le président soudanais Omar El-Béchir est arrivé à Doha pour une visite de 2 jours au Qatar. Il doit y effectuer sa toute première visite à l'étranger depuis le début de manifestations antigouvernementales dans son pays il y a plus de mois. C'est la première visite à l'étranger qu'effectue le président soudanais depuis le début des manifestations antigouvernementales dans son pays il y a plus d'1 mois. Selon les agences de presse officielles du Soudan et du Qatar, Omar El-Béchir, qui est arrivé à Doha ce mardi, doit rencontrer l'émir tchèque Tamim Ben Hamad Al Thani. Tout en précisant que les efforts de paix en cours au Darfour seraient aussi évoqués, l'agence soudanaise SUNA a rapporté que les relations bilatérales seront au menu des discussions.
Allié de longue date du Soudan, Doha a joué le rôle de médiateur entre Khartoum et les rebelles. Le Qatar est également le foyer de 60 000 expatriés soudanais. Depuis le 19 décembre dernier, le Soudan est en proie à une vague de contestation ayant fait 26 morts selon un bilan officiel et 40 tués selon des ONG. Ce mardi, la police soudanaise a de nouveau fait usage de gaz lacrymogène pour disperser une foule qui manifestait dans une ville voisine de la capitale Khartoum. Ce mouvement de contestation a été déclenché par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un pays en plein marasme économique. Quasi quotidiennes, les manifestations se sont vite transformées en contestation du pouvoir d'Omar el-Béchi, qui tient le pays d'une main de fer depuis un coup d'État en 1989. Puis hors de l'Afrique, en France, des étudiants se sont mobilisés devant la Sorbonne à Paris pour protester contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers extracommunautaires prévus pour la rentrée prochaine. Par cette manifestation, la FAGE, entendez les syndicats étudiants, dénonce un mur de l'argent qui va freiner une mixité sociale à l'université. La hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers non européens prévus pour la rentrée prochaine en France mobilise plus que jamais ses opposants. Plusieurs universités ont déjà fait savoir qu'elles ne l'appliqueraient pas, jugeant avoir été prises de coup par cette annonce précipitée. La mesure suscite aussi l'opposition de la part des syndicats étudiants qui ont appelé des manifestants, place de la Sorbonne à Paris, à construire un mur avec des caisses de livres qui symbolisera la barrière d'accès à l'éducation érigée, selon eux, par le gouvernement. Pour l'université française, aujourd'hui, on est en train de construire un mur de l'argent autour de l'accès à l'enseignement supérieur français. On va supprimer une culture différente parce que des étudiants internationaux, quand ils viennent étudier sur le territoire, ils apportent un capital culturel et une autre façon de voir les choses qui est très intéressant et pour nos étudiants et pour nos enseignants. Et donc aujourd'hui, on va freiner une mixité sociale qui est très intéressante dans nos universités. Et ensuite, troisièmement, avoir des conséquences pour les étudiants, mais aussi pour les formations, pour nos laboratoires de recherche, ça va être une vraie catastrophe, je crois. Parce qu'on a beaucoup d'étudiants étrangers, en particulier en doctorat, par exemple. Une grosse partie des étudiants inscrits en doctorat sont des étudiants étrangers qui vont être concernés et on va probablement avoir une baisse importante des inscriptions en doctorat. Le gouvernement français a annoncé en novembre dernier qu'il allait augmenter les frais de scolarité dans les universités pour les jeunes venant de pays hors Union européenne, tout en affirmant vouloir attirer davantage d'étudiants internationaux grâce à une politique de visa améliorée et davantage de bourses. À partir de la rentrée 2019, ces étudiants devront s'acquitter de 2 770 € en licence et 3 770 € en master et doctorat, contre 170 € pour une année de formation en licence, 243 € en master et 380 € en doctorat pour les jeunes Européens. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.